poursuivre ses entretiens avec le chat, journée touristique à Persépolis pour VGE. Grogne des policiers en civil qui ont organisé une journée de réflexion. Reprise spectaculaire de l'industrie automobile allemande, c'est le dossier de ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Demain sera la journée des non au plan barre contre l'inflation. Les trois syndicats, CGT, CFDT et Fédération d'éducation nationale, organisent 24 heures de grève nationale avec des manifestations dans plusieurs villes de France et notamment à Paris demain matin. La majorité des journaux, par exemple, ne paraîtront pas et sur Antenne 2, c'est un programme minimum qui vous sera présenté. Certains arrêts de travail ont d'ailleurs déjà commencé ce soir, c'est le cas à la SNCF. À la SNCF, perturbation dès ce soir sur les grandes lignes au départ de la gare de l'Est, d'Austerlitz et de Lyon. Demain, très nombreuses suppressions de trains de grandes lignes dans toutes les gares. Pour la banlieue, il y aura en moyenne un train sur deux, mais dans certains cas, il n'y en aura qu'un sur trois et même un sur deux en service. Métro et bus, très rares également, certaines lignes seront complètement paralysées durant la journée. Avion, pas de problème pour les longs courriers d'Air France, mais seulement un tiers des vols habituels pour les moyens courriers. Quant à Air Inter, tous les vols sont supprimés. Électricité, coupure de courant à partir de ce soir, mais surtout dès 7 heures demain et jusqu'au milieu de l'après-midi. Pour le gaz, baisse de pression possible. PTT, la distribution du courrier sera à peu près nulle. Les banques seront ouvertes, mais attendez-vous tout de même à trouver des guichets fermés. Même chose pour l'administration et notamment pour la sécurité sociale. Enfin, école et lycée, pas de cours bien sûr. En principe, permanence et garderie assurées selon le ministère de l'Éducation nationale. Mais la Fédération de l'Éducation nationale a donné des consignes pour que ses adhérents n'assurent que le minimum du minimum. Il ne faut pas compter sur la FEN pour que les établissements de second degré demain accueillent largement les élèves. Tous les syndicats de la FEN seront en grève demain. Ce sont des comités de grève très restreints qui assureront l'accueil et la sécurité minimum. Mais nous espérons que les parents d'élèves, par solidarité, parce qu'ils comprennent le sens de notre lutte, n'enverront pas leurs enfants à l'école. Monsieur Haby, le ministre de l'Éducation, n'est pas d'accord avec ces comités de grève chargés d'accueillir les enfants dont vient de parler Monsieur Henry. Il estime par ailleurs que cet appel aux parents pour garder leurs enfants à la maison est une atteinte à la liberté du travail, ce qui n'est pas bien sûr l'avis du responsable de la FED, Monsieur Henry. Cette polémique n'est d'ailleurs pas la seule engagée à propos de la journée de demain. Hier, dans notre édition de 20 heures, vous avez entendu Monsieur Bergeron reprocher à Monsieur Segui de vouloir débaucher ses adhérents en les invitant à passer outre aux consignes de Force ouvrière qui ne participent pas à la journée de grève de demain. Une autre déclaration va elle aussi sans doute provoquer de nombreuses réactions, car au nom du patronat, M. Chotard a déclaré aujourd'hui, et vous allez l'entendre, que cette grève de demain est un mauvais coup porté à l'économie. C'est la première fois qu'à la veille d'une journée d'action syndicale, un dirigeant du CNPF fait une déclaration d'une telle portée politique. Demain, les ateliers, les bureaux resteront ouverts. Chacun prendra ses responsabilités. Cette grève est un mauvais coup porté à l'économie française au moment où les entreprises, malgré le blocage de leurs prix et les innombrables difficultés, cherchent à maintenir la reprise économique. Ce n'est pas par des grèves ou des manifestations dans la rue que le pouvoir d'achat pourra être maintenu, mais par le travail de tous. La journée d'action et de grève aura-t-elle, comme l'affirme le patronat, par la voix de M. Chotard, que nous venons d'entendre, des conséquences économiques pour le pays tout entier d'abord, pour les salariés qui cesseront le travail ensuite. Ces conséquences peuvent-elles être chiffrées? Dans le premier cas, c'est-à-dire l'atteinte qui serait portée à l'économie du pays, les chiffres ne peuvent être qu'approximatifs. Tout dépend d'abord, bien sûr, de l'ampleur du mouvement. En se fondant sur les données de la Commission des comptes de la Nation qui viennent d'être rendues publiques aujourd'hui même, chaque journée de travail représente environ 4 milliards de francs, la 300e partie du produit national brut annuel. Il ne s'agit là bien sûr qu'un d'un ordre de grandeur. En supposant que la moitié de l'activité du pays soit paralysée demain, la perte représenterait donc grosso modo quelques 2 milliards de francs, c'est une somme importante, le tiers des dégâts causés par la sécheresse tels qu'ils ont été chiffrés par la Commission des comptes de l'agriculture. Voilà pour les conséquences globales sur l'économie, mais j'ajoute qu'une partie de ces pertes pourra être compensée par les heures de récupération.
Qu'en est-il des sacrifices que représente une journée de travail pour chaque salarié en grève, une journée perdue? En principe, et sauf récupération ultérieure, le 20e de son salaire mensuel ou 5% de ce salaire si vous préférez. Exemple, 150 francs pour un salaire de 3000 francs mensuels. Notre confrère Le Monde a publié hier un tableau indiquant combien le plan Barre allait coûter aux salariés. En 1976, pour ceux qui gagnent moins de 5000 francs par mois, cet effort représentera en moyenne 5% de leur salaire mensuel. Autant donc que la journée de grève de demain. C'est-à-dire que les grévistes prennent le risque de perdre sur les deux tableaux. De ce simple calcul élémentaire, les hommes politiques peuvent, je crois, tirer une leçon qui peut infléchir leurs décisions. Apparemment, ce n'est donc pas le refus du sacrifice qui dictera demain la conduite de ceux qui feront grève, c'est plutôt le sentiment, justifié ou non, que ce sont toujours les mêmes qui se font tuer. Le débat se poursuit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Hier, M. Barre avait présenté son plan et M. Mitterrand l'avait succédé à la tribune pour affirmer que la majorité actuelle n'avait plus le crédit nécessaire pour faire appel aux Français et que ce plan, comme les précédents, risquait d'être un échec. Cet après-midi, d'autres orateurs ont pris la parole et d'abord M. Claude Labbé, le président du groupe UDR, qui avant tout a tenu lui aussi à donner son opinion sur la journée de grève de demain. Demain, Monsieur le Premier ministre, alors que ce débat se poursuivra et que vous répondrez aux orateurs, notre pays connaîtra une nouvelle tentative de certaines organisations syndicales pour troubler la vie française et pour troubler l'opinion publique. Je ne sais quel en sera le résultat lorsque le bilan de cette journée devra être établi. Ce que je sais par contre, c'est que la liberté du travail sera une fois de plus bafouée, puisque l'absence de moyens de transport et d'énergie notamment risque de paralyser certains secteurs économiques. Même s'il ne s'agit que d'atteintes partielles et limitées, nous touchons là à un vice de nos structures. Pour l'avoir si souvent dénoncé, je suis mieux à même d'apprécier la frontière entre l'action revendicative légitime et l'action politique aux franges de la subversion. C'est dans cette confusion, mesdames, messieurs, que périssent les démocraties. Auparavant, Georges Marchais avait sévèrement critiqué le plan Barre, un plan, avait-il dit, monté contre les travailleurs et qui n'ont par conséquent pas d'autre solution que de descendre dans la rue. Devant une telle politique, et plus précisément devant le plan d'austérité qui en est le centre, il est clair qu'il ne reste aux travailleurs qu'un seul chemin, celui de la lutte. Vous le leur contestez. Vous le leur contestez. Il y aura sûrement plus de travailleurs dans la rue que d'élus sur les bancs de la majorité. Vous semblez vouloir, Monsieur le Premier ministre, imposer le silence dans les rangs, à l'usine comme à l'université. Vous vous plaignez de la critique. Eh bien, nous ne la craignons pas. Nous ne craignons pas l'initiative du plus grand nombre, c'est-à-dire la démocratie. Nous y voyons un moteur indispensable du progrès des sociétés modernes. Les surprises de cet après-midi, ce sont d'abord le ton extrêmement ferme de Max Lejeune, qui appartient à la majorité, pour dénoncer la présidentialisation excessive du régime, puis les nombreuses réserves qu'il exprime avant d'apporter son soutien au plan Barre, mais par nécessité. Le groupe réformateur souhaite donc la réussite de votre plan, Monsieur le Premier ministre. Nous regrettons que certains se trompent de guerre. Ils situent leur offensive sur le terrain politique, où ils s'emparent des difficultés économiques dans le but de combattre le gouvernement. Dans cet assaut démagogique, on a même vu un dirigeant de l'Alliance du programme commun
s'excuser d'avoir souhaité le succès du plan Barre. Pour nous, l'essentiel, ce sont d'abord les institutions qui nécessitera de la part de la majorité la fermeté. Ensuite, c'est l'inflation qui doit nécessiter de notre part notre unité. Ensuite, c'est l'évolution vers plus d'équité et plus de justice qui nécessitera un surcroît de volonté. Nous savons, Monsieur le Premier ministre, que nous partageons avec vous cet essentiel. Vous pouvez compter sans réserve et sans détour de notre actif et vigilant soutien. Ce débat à l'Assemblée nationale qui se poursuit ce soir sera le thème de notre magazine, c'est-à-dire présenté par Jean-Marie Cavada, qui sera composé d'extraits d'interventions de différents orateurs et d'un débat entre M. Couve de Murville et M. Gaston Defferre. La première partie de la troisième journée du voyage officiel de M. Giscard d'Estaing en Iran était consacrée au tourisme avec une visite de Persépolis. Mais dès ce soir et demain encore, le président français et le Shah d'Iran vont se retrouver pour discuter affaires, et notamment de deux problèmes particulièrement délicats, l'industrie nucléaire et les ventes d'armes. Ça n'a été qu'une parenthèse dans une série très dense d'entretiens entre le Shah et Valéry Giscard d'Estaing. Le temps pour le président français de se rendre à Passagarde, sur le tombeau de Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse. C'est une attention à laquelle les Iraniens ont été sensibles, car Valéry Giscard d'Estaing est le premier président à le faire. Souvenez-vous que Georges Pompidou ne s'était pas rendu aux fêtes commémoratives du 2500e anniversaire il y a 4 ans. Il y avait délégué son Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, et Téhéran en avait conçu quelque amertume. Mais tout ça, c'est du passé. Et demain, avant de s'envoler pour Paris, une fois évoqué le dossier Liban, Valéry Giscard d'Estaing devrait annoncer des décisions économiques qualifiées déjà ici de très importantes. On se refuse à employer les expressions un petit peu galvaudées du style contrat du siècle, mais d'ores et déjà, on fait savoir que le montant en sera exceptionnel. Alors que va-t-on trouver dans cette nouvelle hôte? Eh bien, un petit peu de tout pour les 5 ans à venir. Beaucoup de réalisations dans le domaine des grandes infrastructures, routières et ferroviaires, mais surtout un solide dossier énergie. L'Iran étant devenu le 2e fournisseur de la France en matière de pétrole, il peut aujourd'hui renvoyer l'ascenseur en demandant aux Français des centrales nucléaires. Et c'est qu'ici, on a de gros besoins, une bonne vingtaine de centrales en tout. Pas question, bien sûr, de demander tout cela à la France, mais gageons que demain, il y aura du pain sur la planche pour les industriels français. À propos toujours de l'énergie nucléaire, dans notre dernière édition ce soir, nous essaierons de faire le point sur l'enjeu et les problèmes posés justement par l'exportation des techniques nucléaires vers l'Iran. Par ailleurs, toujours à Téhéran, M. Giscard d'Estaing a tenu à répéter aujourd'hui à notre confrère François que l'aide de la France au Liban dans cette affaire était véritablement désintéressée et qu'il ne s'agissait nullement de chercher un succès de prestige ou un avantage direct. Ce soir, à San Francisco, vers 2 heures du matin pour nous, aura lieu le 2e face-à-face télévisé entre messieurs Carter et Ford. Ce débat portera sur la défense et la politique étrangère américaine. On peut espérer que les deux hommes seront moins figés que lors de leur première rencontre où ils avaient tous les deux déçu les Américains. Le jour même de ce débat, une révélation de la Cour des comptes américaine risque de gêner sérieusement M. Gerald Ford. La Cour révèle en effet que l'opération de commando décidée par M. Ford l'année dernière, quelques semaines après la chute du Cambodge, pour libérer les marins d'un cargo américain arraisonné par les Cambodgiens, cette opération n'était pas nécessaire, car de toute façon, les autorités de Phnom Penh avaient déjà décidé de relâcher leurs prisonniers. L'opération avait coûté la vie à 41 soldats américains, et il faut se souvenir qu'à l'époque, le président Ford avait présenté cette affaire comme une manifestation de fermeté qui visait sans nul doute à rétablir le prestige des États-Unis après leur échec au Sud-Vietnam et au Cambodge. En bref, la suite de l'étrange. Des milliers de personnes hier à Saint-Sébastien aux obsèques du conseiller du royaume et des 4 autres victimes de l'attentat revendiqué par une branche dissidente de l'ETA. L'évêque de la ville, dans son homélie, a dénoncé et condamné ces meurtres. Monseigneur Argaïa a assuré qu'il était prêt à sacrifier sa propre vie à condition que ce sacrifice soit le dernier. Il a demandé aussi au gouvernement d'être sensible aux désirs du peuple basque. Après la cérémonie, des groupes de jeunes phalangistes ont provoqué des bagarres qui ont fait plusieurs blessés.
La reine Juliana de Hollande n'a pas l'intention d'abdiquer. Je n'y ai jamais songé et je n'y songe pas encore maintenant, a-t-elle révélé à un groupe de journalistes suédois. La souveraine met fin ainsi aux rumeurs nées après la publication à La Haye du rapport des 3 sages sur les relations entre le prince Bernhard et la firme Lockheed. Il était dit dans ce rapport que le prince s'était comporté d'une manière nuisible à l'État. Il a aussitôt démissionné de toutes ses fonctions officielles. L'armée thaïlandaise en état d'alerte à Bangkok à la suite des bagarres meurtrières qui se sont déroulées à l'université. Les heurts entre groupes de droite et d'étudiants ont fait 25 morts au moins et 2000 blessés. Les violences ont été telles qu'on a découvert plusieurs étudiants pendus à des arbres du campus. 5000 étudiants, dont plusieurs étaient armés, s'étaient retranchés dans l'université pour protester contre le retour d'exil de l'ancien Premier ministre, le maréchal Kitty Cachor. 3 jeunes parachutistes, des soldats du contingent, sont morts noyés au cours d'une manœuvre en Provence. En sautant, les 3 jeunes gens ont été déportés par le Mistral et sont tombés dans un cours d'eau grossi par les récentes pluies abondantes qui ont arrosé la Provence. À cause de leur équipement et de leur parachute, ils n'ont pas pu se dégager et ont péri. Leur identité n'a pas été révélée. Les syndicats de policiers en civil ont aujourd'hui symboliquement déposé leur insigne professionnel sur leur bureau, comme ils l'avaient déjà, vous en souvenez, une fois déposé leurs armes. Et ils n'ont assuré aujourd'hui que les services d'urgence, car la loi ne les autorise pas à faire grève. Par cette action, baptisée journée de réflexion, les policiers en civil entendent protester contre des augmentations de salaire promises et non respectées. Ils estiment également être défavorisés financièrement et matériellement par rapport aux forces de l'ordre qui dépendent de l'armée, c'est-à-dire la gendarmerie. Les gardiens de la paix, ce qu'on appelle les agents, sont au nombre de 100 000. Les policiers en civil, enquêteurs, inspecteurs et commissaires sont 18 000. Mission des policiers en civil, assurer la sécurité publique, mais aussi les renseignements généraux, la police judiciaire, la police de l'air et des frontières. À Paris, ils sont également chargés de la police économique. Les enquêteurs n'ont pas le titre d'officier de police. Ce sont des fonctionnaires chargés d'assister les inspecteurs. Les salaires varient entre 2 157 francs par mois et 5 211 francs en fin de carrière. C'est peu, affirment les policiers en civil, qui souhaitent une équivalence de carrière entre police et gendarmerie, c'est-à-dire entre civils et militaires. L'État s'y oppose. C'est inquiétant, affirment les policiers. Nous estimons qu'il y a là un danger très net au plan de la démocratie. Vous sous-entendez par là qu'il est plus facile de contrôler, de manœuvrer l'armée que la police? C'est toujours une tentation pour un gouvernement de croire qu'une armée est plus facile à manœuvrer qu'une force civile. Il y a un deuxième chapitre à vos revendications? Il y a un deuxième chapitre à nos revendications. Pendant le temps de l'étude de cette première question, l'administration avait différé l'étude des insuffisances de la police nationale. Ces insuffisances sont nombreuses au plan des moyens, au plan des effectifs, au plan des conditions de travail, au plan de l'adaptation de la police nationale. Et nous prétendons que nous ne pouvons pas efficacement protéger la population comme nous le voulons. Vous avez des exemples? Par exemple, si vous voulez des locaux, citons Auteuil, Versailles, Saint-Lenoble, les administrés connaissent bien leur commissariat. Citons par exemple une Quatrelle pour 4 ou 5 inspecteurs ou à vélomoteur. Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est la question que nous nous posons nous-mêmes. On se demande pourquoi nous sommes arrivés dans cette situation et nous entendons la poser également aux responsables de l'administration, mais aux responsables politiques. Mais vous êtes peut-être responsable aussi, vous avez peut-être malmené votre combat syndical. Notre combat syndical a été fondé sur la concertation et sur le dialogue. Nous avons préféré cette forme à la lutte. Et nous nous apercevons que la confiance que nous avons témoignée à l'administration et aux autorités de tutelle, comme celle que nos collègues ont témoignée à ces autorités de tutelle, a été trompée. Et la confiance trompée ne se renouvelle pas. Maintenant, nous vous avons des exemples tangibles. Demain s'ouvre à Paris le salon de l'automobile. L'automobile qui semble mieux que toutes les autres industries avoir supporté la crise économique. Les chiffres sont là d'ailleurs pour le prouver. Dans un entretien qu'il nous a accordé et que vous verrez dans notre dernier journal ce soir, M. Vernier-Paliez, le PDG de la régie Renault, déclare que pour les 9 premiers mois de l'année 1976, la régie a fabriqué 1 200 000 véhicules, soit 100 000 de plus qu'en 1973, qui était jusqu'alors considéré comme l'année record.
Cela dit, M. Vernier-Paliès, comme les autres constructeurs, est inquiet des récentes mesures du plan anti-inflation de M. Barre, augmentation de la vignette et de l'essence qui risque de stopper dès l'année prochaine cette nouvelle expansion. Il n'y a pas qu'en France que l'industrie automobile se porte bien. En Allemagne fédérale, dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres, les résultats y sont les meilleurs. Ce prototype de rêve est peut-être la voiture de demain. C'est ici que General Motors, le constructeur numéro 1 mondial, termine la mise au point des modèles européens de 1980. C'est ici que s'est joué depuis quelques années le grand pari sur l'avenir. C'est ici que la fameuse reprise a démarré. Les constructeurs allemands ont été les premiers à regarnir leur carnet de commandes, reprise rendue plus facile, par un taux d'inflation plus faible, des augmentations de salaires moins importantes et donc une hausse des prix de vente moins spectaculaire que chez les autres constructeurs européens. The European market today has made what I would consider a complete comeback. The German domestic market will reach about 2.25 million cars, which will be an all-time record for Germany. And I just might mention that Opel will be, or is today, for the first 8 months, the #1 make in Germany. The French market in particular is expanding and recovering very quickly. I think there will always be a demand for the type of free transportation that the automobile offers. Tous les grands constructeurs allemands reviennent de loin. 1974 restera, comme l'a dit Henry Ford, l'année noire qu'il faut oublier. Volkswagen avait perdu 800 millions de Deutschmark et licencié 25 000 personnes. Opel, 10 000 licenciements en 1975, mais 12 000 ouvriers embauchés depuis un an. Et l'on semble accepter facilement à Stuttgart, Wolfsburg, Rüsselsheim que le redressement ait été à ce prix. Fin 1974 jusqu'au début 1975, on avait fait du chômage technique. Vous avez perdu beaucoup comme salaire? Comme salaire, non, parce que la caisse de chômage nous paye à peu près 90% de notre salaire. Alors la perte n'était pas très grande. Quelle était l'importance de ce chômage technique? Cela représentait combien par mois? À peu près une diminution de production de 25%. C'est en fait sans grande difficulté que les syndicats avaient accepté de faire en quelque sorte la part de la crise. Aujourd'hui, ils considèrent qu'ils ont réussi à sauvegarder une certaine forme de vie pour les ouvriers de la métallurgie la plus prospère d'Europe. Cette forme de vie qu'incarne parfaitement Helmut Rödel, l'un des 57 000 ouvriers d'Opel Allemagne, qui vient de mettre la dernière main à la maison qu'il a construite lui-même de ses mains à 33 km de l'usine. C'est une maison qui revient à peu près 400 000 francs, avec le terrain, tout compris, quoi. Combien gagnez-vous à peu près par mois une fois que vous avez déduit vos impôts? Environ 2600 marques tous les deux ensemble. Net? Oui, net. Ce qui fait un peu plus de 5 000 francs français. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui? Il faudrait que j'arrive à ce point-là, que la femme aille travailler un peu moins, quoi. Que je sois plus souvent à la maison. Elle gagne autant que vous? Ah oui. Renouvellement complet de la gamme et multiplication des modèles ont marqué ces 2 dernières années. Le marché américain n'absorbe plus que 20% de la production allemande au lieu de 33% en 1969. Mais les voitures allemandes se vendent mieux en France que les françaises en Allemagne. Un exemple, les ventes Opel en France ont progressé de 140% en un an. On se demande alors pourquoi les constructeurs n'ont que modérément recours à l'embauche. The process of mass producing automobiles is involved. For example, the cars pass through a paint system, and it takes so many minutes to bake the paint on a car. Now, if that time limit cannot be reduced, so once we are running at the maximum cars, to hire more people doesn't produce more cars. Reste alors l'investissement, les créations d'usines. Mais là, on trouve beaucoup de prudence. La crise a bloqué la recherche pure, l'acheteur ne cherche plus la satisfaction technique, il préfère le confort à la performance et à long terme, il changera de voiture moins souvent. L'automobiliste cherche davantage la voiture qui lui donnera de la satisfaction sur une plus longue période de temps.
Et nous voyons par exemple que par rapport au marché des petites voitures, il y a une augmentation vers la voiture que nous pourrions appeler la voiture intermédiaire. Voilà peut-être pourquoi il est si difficile de savoir si la voiture européenne de 1980 sera fondamentalement différente de celle du Salon 76. Comme il faut 4 ans pour concevoir une voiture, chaque coup de crayon des chercheurs est un pari, car toutes les données du marché peuvent changer en quelques mois. Le paradoxe est là, les chercheurs ne savent pas comment nous roulerons dans 3 ans, mais ils savent déjà dans quoi nous roulerons. I will not tell you what they look like because that's my secret, but I will tell you they will be lighter, they'll be smaller, they'll be much more functional. They will not be revolutionary. I believe they will be much more evolutionary. There will be better aesthetics with more logic. Une chose est certaine en revanche, l'idée de voiture ou d'industrie nationale vont disparaître au profit d'une véritable notion de véhicule mondial, et cela pour de simples raisons de prix de revient. Nous avons ici derrière moi ce que nous appelons ici aux États-Unis la Buick Opel qui est construite par les usines Isuzu au Japon, et cette voiture n'est autre que l'Opel Kadett conçue en Allemagne, ou la Chevrolet Chevette qui a été construite par la suite ici aux États-Unis et au Brésil et d'autres pays encore. Et il se fait que pour les États-Unis, le prix de revient le plus intéressant pour cette voiture-ci, c'est la voiture qui est construite au Japon. Demain, l'influence de l'Europe sur les constructeurs américains. Avant la météo, il y avait un tiercé aujourd'hui. Pour gagner, il fallait jouer le 15, le 4 et le 12. Dans l'ordre, pour 5 francs, vous toucherez 11 755 francs. Et dans un ordre différent, 1994 francs, toujours pour 5 francs. Voilà, la météo maintenant. Cette nuit et ce matin, les vents ont parfois dépassé 90 km à l'heure sur les côtes de la Manche. Les températures, par contre, ont été en hausse sur toute la France, en particulier à Biarritz et à Pau, où il a fait jusqu'à 26 degrés. Demain, le temps sera couvert et pluvieux de la Bretagne et de la Vendée à la frontière belge, avec des vents assez forts près des côtes et assez forts dans l'intérieur également. Sur le reste de la France, on observera des éclaircies qui seront particulièrement belles sur la moitié sud du pays. Les températures, elles, resteront assez élevées. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Dès ce soir, suppression de trains, grèves et manifestations demain en France. Le mouvement du 7 octobre évoqué par les orateurs à l'Assemblée nationale. Après une journée touristique, reprise des entretiens franco-iraniens. Les policiers en civil mécontents ont organisé une journée de réflexion. Dernier journal à 22h50, juste après, c'est-à-dire.